patriotes, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen, c'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Avec ce jingle mythique, le préféré d'Aurélie Gros et c'est Stéphane Pellet, les coprésidents des vraies voix, du G500 et des vraies voix citoyennes. Bonsoir les amis. Bonsoir Philippe David. Je sens que ça vous plaît toujours autant ce jingle, non? Alors moi je le mets en boucle dans ma voiture, je pense que tous les auditeurs font ça. Oui c'est bien, ça a été créé par les équipes Sud Radio, donc on peut avoir une pensée pour eux et les féliciter. Et on les applaudit. On les embrasse, on a de très très belles équipes chez Sud Radio. Vous êtes d'accord avec Aurélie? Bonsoir Philippe, alors moi je peux vous dire juste une chose, c'est qu'elle est capable de le chanter. Non, on pourrait faire un jour les vrais... Cécile de Ménibus a proposé avec Françoise de Gaulle de faire les vraies voix en chantant un jour. Alors 2 heures ça va peut-être être long, mais les vraies voix citoyennes en chantant, pourquoi pas, non? Oui, en chantant ça peut être pas mal. Mais je sais que vous chantez très bien. Mais vous aussi, Stéphane Pellet, j'ai pas encore testé, on va voir ça. À mon avis, je ne pas le faire. Je viendrai seul. Quelles sont les dernières nouvelles du G500 citoyens? Ça approche à grande vitesse pour Lille. Ça approche à grande vitesse pour la grande concertation à Lille sur la santé, notamment pour écrire et coécrire la loi de programmation santé, faite par les collectifs de citoyens, les syndicats, toutes les personnes engagées, les patients. Et c'est le 9 novembre à Lille. Vous pouvez encore vous inscrire. À Lille, Grand Seine. Grand Seine, exactement. Avec notre cher président Arnaud Chiche. Du collectif Santé en danger. On est tous présidents, vous avez remarqué? Oui. Il y a des présidents, c'est bien. On va tous s'appeler président. Allez, au sommaire de cette émission, le mois d'octobre est traditionnellement rose. C'est le mois durant lequel les spécialistes et les médias unissent leurs efforts pour sensibiliser au cancer du sein qui touche chaque année 60 000 nouvelles femmes en France. Parmi ces 60 000 femmes, 20 000 vont devoir subir une ablation du sein, une mastectomie. Et là, seuls 3 000 vont bénéficier d'une reconstruction immédiate et la grande majorité ne se feront pas reconstruire ultérieurement. Le docteur Isabelle Sarfati de l'Institut du sein est avec nous ce soir pour en parler et nous alerter. 321 000 femmes, c'est le nombre de femmes âgées de 18 à 74 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques commises par leur conjoint ou ex-conjoint. Parmi ces femmes victimes, 15% déclarent avoir déposé une plainte en gendarmerie ou en commissariat de police suite à ces violences. Maître Michel Dayan, présidente de l'association L4W, Lawyers for Women, en français avocat ou avocate pour femmes, est à nos côtés ce soir pour témoigner. Les vraies voix Sud Radio. Aurélie Gros, on va parler, nous sommes en plein octobre rose, d'une maladie qui touche malheureusement des milliers de femmes chaque année en France. Oui, et dans le monde d'ailleurs. Un très beau mois d'octobre où beaucoup d'associations se mobilisent justement pour alerter, sensibiliser, inviter les femmes à se faire dépister. Donc on peut le redire ce soir, il faut se faire dépister et assez tôt parce que ça peut arriver à tout le monde. Et le nombre de cas et le chiffre est impressionnant. Donc c'est toujours beau, en tout cas ces mois où tout le monde se mobilise pour inviter les femmes à changer leur façon de faire ou à oser le faire, parce qu'il y a aussi cette question de oser le faire. Mais pour le coup, c'est vrai que tout le monde, derrière ça, il y a aussi la question psychologique, de la reconstruction après le cancer, parce qu'on souhaite bien sûr que même les femmes touchées par le cancer puissent guérir et se reconstruire derrière. Et souvent, avec, hélas, la disparition d'un sein ou de 2 seins, ça arrive. Et on est ravis d'avoir le docteur Sarfati à nos côtés, parce que c'est vrai qu'aux USA, au Canada, en Belgique, il y a une journée d'Octobre Rose qui est dédiée à la sensibilisation et l'information sur la reconstruction du sein. C'est le Bra Day. Et le docteur Sarfati, avec des collègues à elle, mais elle va nous en dire plus, a décidé aussi de se lancer dans le Bra Day, mais en France. Bonjour docteur, merci d'être à nos côtés ce soir, même si on avait beaucoup discuté de la reconstruction mammaire. Aujourd'hui, on va discuter d'Octobre Rose et comment on peut inviter les gens peut-être à se renseigner, à aller vers. Donc racontez-nous un tout petit peu ce que c'est que le Bra Day. Le Bra Day, c'est le jour de la reconstruction ou la journée de la reconstruction. Ça a été créé aux États-Unis
Et il y a une espèce de jeu de mots sur bras, parce que bras, ça veut dire soutien-gorge en anglais, et c'est Breast Reconstruction Awareness, donc information sur la reconstruction mammaire, c'est un acronyme de ça. Donc on a gardé le nom de Bra Day. Ça a été créé aux États-Unis, puis ça a été repris ensuite par le Canada, et cette année, c'est la Suisse, la Belgique et la France qui crée la première journée de la reconstruction mammaire. Donc on s'est associé pour ça, moi je travaille à l'Institut du Sein, on a une unité qui s'appelle Restitute, qui est une unité de reconstruction, et on s'est associé pour ça avec le service public, avec le chef de service de chirurgie plastique de l'HEGP, l'hôpital Georges Pompidou, qui est Laurent Lantieri, et le chef de service de l'hôpital Tenon, qui est Michael Atlan, pour parler main dans la main, public et privé, et pour militer, c'est une action militante, sur l'information à propos de la reconstruction. Nous ne militons pas pour la reconstruction. C'est un choix, c'est un pouvoir, c'est une liberté, mais nous militons pour que l'information soit répandue, parce qu'en fait, le faible taux de reconstruction en France est lié à un défaut d'information, en partie, en grande partie. Docteur Sarfati, expliquez-nous, pour les auditeurs qui sont souvent des béotiens, comment se fait une reconstruction? Immédiatement lors de l'ablation, ou est-ce que ça se passe après, et comment est-ce que ça se fait? Ce sont des prothèses en silicone, c'est pas des greffes évidemment, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, la moitié des reconstructions en France se font en immédiate, c'est-à-dire lors de la mastectomie. Lors de la mastectomie, il est fait une reconstruction, le plus souvent par prothèse, mais pas uniquement. Et l'autre moitié des reconstructions est fait secondairement, c'est-à-dire après la fin des traitements. C'est-à-dire environ à partir de 3 mois après la mastectomie, et s'il y a eu de la radiothérapie, à partir de 6 à 1 an après la fin de la radiothérapie. C'est des délais minimums, mais il n'y a pas de délai maximum. Parce que c'est un choix, c'est une liberté. On peut faire ça 6 mois après, 1 an après, 10 ans après. 10 ans après, 15 ans après. Et c'est très proposé systématiquement à toutes les patientes qui... Je veux dire, c'est quoi la tradition? Est-ce que c'est proposé déjà? Parce que on parle d'information, de sensibilisation. Est-ce qu'il y a une obligation dans le milieu médical de proposer une reconstruction mammaire? C'est compliqué parce que au moment de l'annonce du cancer, il faut s'adapter à la patiente. Et c'est le moment où on vous annonce un cancer, qu'il soit du sein ou d'ailleurs, on perd le pouvoir sur notre temps. On n'a pas vraiment le choix du traitement. Globalement, on vous explique, voilà, dans votre cas, avec ce cancer, c'est ce traitement qui va vous donner les meilleures chances de guérison. Je rappelle que le cancer du sein, c'est 88% de guérison à 5 ans. C'est vraiment énorme. Un cancer qu'on guérit bien, dont les résultats ont beaucoup changé dans les années qui précèdent. C'est vraiment quelque chose de bien. Alors, ensuite, il faut s'adapter. Parce que à ce moment-là, la patiente, elle n'est pas forcément réceptive à tout. Il y a des patientes, la première question qu'elles posent quand on leur parle de mastectomie, c'est « Et comment on va reconstruire mon sein ?» Et elles, effectivement, c'est des bonnes candidates pour la reconstruction immédiate. Et il y a des patientes où elles ont peur, elles veulent guérir, et c'est pas du tout le moment de leur parler de reconstruction. C'est pas leur priorité. Mais j'ai une question au docteur Sarfati. Vous avez dit, on fait une prothèse, mais pas uniquement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technique de reconstruction? Schématiquement, il y a 4 techniques de reconstruction. Soit on met une prothèse pour reconstruire le sein. C'est-à-dire qu'on du silicone. C'est du semi-mesure. On mesure la largeur, la hauteur et la projection du sein qu'on veut avoir. Et on a des catalogues de prothèses. Et on choisit la prothèse qui va correspondre le mieux. D'accord. La deuxième solution, c'est d'utiliser le ventre et la peau et la graisse du ventre entre l'ombilic et le pubis. Donc on fait un lifting du ventre. Ça ne concerne que les femmes qui ont un petit bedon sous-ombilical qui pourrait faire le volume d'un sein. La troisième technique, c'est qu'on utilise la peau, la graisse et le muscle du dos. Ça s'appelle le grand dorsal. Et il y a une 4e technique qui est un peu notre joker, qui a changé la reconstruction mammaire, qui sont les fillings. On prélève de la graisse par liposuction. Ça nous sert à 2 choses. Ça nous sert à resculpter par-dessus une prothèse ou par-dessus un lambeau pour faire des finitions, pour masquer la prothèse. Mais dans certains cas, on peut faire des reconstructions exclusivement avec ça. Chaque technique a des avantages et des inconvénients.
dans la plupart des cas, une femme peut choisir entre... Il y a plusieurs techniques qui sont possibles sur une même femme. Et donc, contrairement au traitement du cancer où on donne moyennement le choix, là c'est vraiment à discuter. C'est-à-dire, voilà madame, dans votre cas il y a 4 techniques, donc dans votre cas il y en a 1, 2, 3 ou 4 qui sont possibles. Je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients, le résultat que vous pourriez avoir, les suites opératoires, la durée d'arrêt de travail pour chaque technique. Et on va décider ensemble de quelle technique vous voulez qu'on fasse pour vous. Vous êtes bien dans les vraies voix citoyennes de Sud Radio avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet et évidemment le docteur Isabelle Sarfati. C'est Octobre Rose. Sud Radio d'ailleurs a fait une opération Octobre Rose, ce mois-ci. On continue d'en parler avec nos invités dans quelques instants. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On a le plaisir de recevoir le docteur Isabelle Sarfati de l'Institut du Sein. Nous sommes le mois d'octobre, c'est Octobre Rose comme tous les ans. Et justement, on écoute un son. Les vraies voix Sud Radio. Bonjour, je m'appelle Florine et j'ai eu un cancer du sein à l'âge de 36 ans. Suite à une mastectomie, la question de la reconstruction s'est posée. Et c'est une question qui s'est posée. On se pose souvent la question, est-ce que vous avez des femmes qui vous disent « moi j'hésite » ? Oui. D'abord à 36 ans, quand on vous enlève un sein, on se pose au moins la question de la reconstruction. Ensuite, il y a des femmes qui ne veulent pas reconstruire parce qu'elles disent qu'elles ont suffisamment vu de médecins pour le moment, oui. Mais ce sera peut-être pas vrai 5 ans après. C'est vrai. Et ensuite, il y a des femmes qui sont militantes, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui disent, un peu dans la lignée du body positive, qui disent voilà, moi ça m'est arrivé, j'assume. Et sincèrement, d'abord, chapeau bas. Ensuite, on les remercie plutôt parce que pour une qui assume et qui l'annonce et qui va dire qu'elle reste sans sein, il y a des milliards de femmes qui relèvent la tête et qui se disent, qui s'identifient à ça et qui disent moi aussi je peux rester comme ça. Et c'est très bien. Et moi j'opère des complexes, pas des défauts. Je cours pas après les seins pour les reconstruire. Je cours après les femmes qui ne supportent pas de ne plus avoir un sein et qui ont envie d'avoir une reconstruction. Et vous avez senti une modification de la façon d'appréhender la chose dans la société, parce que c'est vrai qu'à un moment c'était peut-être un peu plus tabou qu'aujourd'hui. Aujourd'hui on en parle beaucoup plus. Oui. Donc est-ce que vous sentez une évolution des mentalités à ce sujet-là ? D'abord il y a le pouvoir associatif des femmes, des patientes. Ces associations de patientes, c'était plus des patientes toutes seules, isolées, qui nous parlaient, mais des gens qui étaient fédérés et qui avaient un vrai pouvoir et qui ont commencé à militer pour elles, pour un sujet qu'elles connaissaient, mais à militer ensemble. Du coup, on avait des interlocuteurs. Et oui, il y a de plus en plus de femmes qui disent qu'elles ont eu un cancer. Une femme sur 8, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils ont eu un cancer, qui font leur outing là-dessus, parce que ça aide des milliers d'autres personnes, parce que c'est plus tabou, on n'a plus honte de ça, et il y a des femmes qui militent pour l'absence de reconstruction, et même elles nous rendent service. Tous les gens qui racontent leur histoire et qui disent aux autres, vous n'êtes pas seuls. Oui, c'est la question d'assumer en fin de compte le corps, le nouveau corps ou le futur nouveau corps qu'on aura et de l'assumer totalement. Oui, c'est une possibilité, mais celles qui veulent reconstruire, on est là pour elles. Stéphane Pellet veut réagir. Alors oui, moi je parle en tant que, non pas homme, parce que ce serait facile pour moi de dire ça, mais en tant qu'historien. Donc ce qui m'intéresse, c'est donc l'image qui a cette question-là derrière, l'image véhiculée depuis donc des siècles, voire des millénaires, de la femme, avec évidemment cette approche esthétique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer ? Et notamment, on avait échangé rapidement un petit peu en préparant cette émission autour de la question des JO, comment les Jeux paralympiques ont permis de montrer qu'on pouvait tous être dans telle et telle forme avec 1, 2, 3, 4 membres ou pas. Enfin bref, ce qui était important, c'était le symbole de tout le monde est debout et tout le monde avance et fier d'une certaine manière d'être comme il est. Je suis d'accord, moi j'ai vu par exemple apparaître après les Jeux paralympiques de plus en plus sur Instagram mais aussi dans les défilés de mode des gens qui défilaient ou qui assumaient une prothèse de jambe ou une prothèse de bras.
Et j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai trouvé merveilleux de voir des filles en short avec une prothèse de jambe ou avec une prothèse de main qui dépasse, parce que ça montre à tous ceux à qui ça arrive que c'est pas nécessairement à cacher. Et ça, je trouve que c'est un message qui est super important. Et les Jeux paralympiques, pour ça, ont changé ma vision des choses, et donc j'imagine la vision des choses de plein de gens. Michel Dayan voulait réagir. Oui, d'abord, merci et bravo. Enfin, je suis très touchée d'entendre tout ce que vous dites et de ce que vous faites. Et quand j'entends parler de femmes, de reconstruction, de choix, de liberté, forcément, je pense à ces femmes victimes aussi de violences dont on parlera tout à l'heure, parce que finalement, il y a des ponts, puis c'est aussi un vrai sujet de santé publique, la violence faite aux femmes. Et je me posais la question de savoir, je ne suis pas du tout médecin, mais je sais que finalement, le corps, on sait aujourd'hui que des enfants victimes de violences dans l'enfance auront plus de risques de développer une maladie, un cancer, et que c'est un vrai sujet de santé publique. La violence, est-ce que vous, de votre place de médecin, vous avez pu observer chez ces femmes, alors vous les voyez au moment de la reconstruction, mais s'il y a reconstruction, c'est qu'il y a eu cancer avant, est-ce que vous avez pu observer un lien, ou en tout cas une problématique particulière de ces femmes qui ont été aussi victimes de violences conjugales ? Je ne sais pas s'il y a un lien entre les violences conjugales et le cancer du sein. Je pense que le lien que moi je vois, c'est dans la reconstruction. Dans redresser la tête, dans l'idée de faire quelque chose, de militer pour les autres, de se reconstruire. C'est la principale liaison. Alors maintenant, en matière de cancer, il y a quelque chose qui est fréquemment fait, c'est que les gens associent, essayent de trouver une cause à leur cancer, régulièrement. Et dans les causes au cancer, ils sortent rarement les causes de bonheur, mais beaucoup les causes de malheur qui les ont affectés. Aucune étude n'a réussi à prouver quelque chose. Néanmoins, ça change les choses. Parce que quand les gens se posent la question de « est-ce que je me serais pas fait un cancer parce que... choc psychologique, etc. » Il y a quelque chose qu'ils veulent réparer en eux. Et à l'occasion de ce cancer, il n'est pas rare que des femmes veuillent réparer des traumatismes qu'elles ont subis, qu'ils soient des violences conjugales, des traumatismes professionnels ou quoi que ce soit. Et donc, cette cause que nous, médecins, n'arrivons pas à mettre en évidence, eh ben, le cancer leur sert quelquefois à vouloir traiter ces causes. Agir dessus, se reconstruire. Je vois bien. Alors une petite question pour rassurer nos auditeurs, ou en tout cas les renseigner là-dessus. Quand vous faites une reconstruction mammaire suite à un cancer du sein, c'est remboursé par la sécurité sociale? Parce que c'est important de le dire. Est-ce qu'il y a une prise en charge de la sécurité sociale? Ou est-ce que c'est considéré comme de la chirurgie esthétique? Voilà. Ça, c'est comme une question importante. Pas. On a la chance d'être dans un pays où toute la reconstruction mammaire est prise en charge par la sécurité sociale. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro de reste à charge. Ça veut dire que, c'est pris en charge par le service public, c'est-à-dire que dans ces cas-là, il n'y a pas de reste à charge. La reconstruction est intégralement prise en charge. Dans le privé, il y a des dépassements d'honoraires qui sont annoncés avant dans un devis, et ces dépassements d'honoraires peuvent être ou pas pris en charge par les mutuelles. Mais la sécurité sociale est engagée à 100% de ses possibilités dans tous les modes de reconstruction mammaire. Est-ce que vous conseillez, docteur, aux femmes de faire un suivi psychologique après une reconstruction mammaire? Parce que, désolé, la poitrine, c'est quand même quelque chose d'essentiel pour une femme, je pense, non? En pratique, on a des traumatismes toute notre vie, en permanence. Oui. Donc il nous faudrait un suivi psychologique de la naissance jusqu'à la mort. Mais je pense que les accidents de la vie sont l'occasion pour n'importe qui, souvent, de se poser des questions quant à soi-même, des questions psychologiques, et ça peut être une bonne occasion de se faire aider psychologiquement et d'essayer de profiter, entre guillemets, de ce qui se passe pour évoluer, pour aller plus loin, aller mieux. Et alors, le bradé, c'est quand?
Le Bras Day, c'est le 3e mercredi des mois d'octobre. C'est donc cette année le mercredi 16 octobre. C'est-à-dire après-demain. C'est-à-dire après-demain. Et alors, c'est symbolique, parce qu'il n'y a pas de jour de la reconstruction. Pour nous, Octobre Rose, c'est 365 jours par an. Oui, mais symboliquement, le jour où nous allons militer, c'est le mercredi 16 octobre. Et il y a un programme, on peut retrouver le programme, on peut aller rencontrer des professionnels, on peut venir vous voir? Alors nous, on fait privé, public, tous les médecins s'associent pour faire le 17 octobre, parce que c'était plus pratique pour nous, donc le lendemain du Bras Day, un live Instagram de 10h à midi, où on répond en live à tous ceux qui veulent nous poser des questions en direct. Et le live, c'est où? Quel hashtag, le live? Alors, faut aller, c'est sur le site de l'Instagram de l'Institut du Sein. Il y a les annonces quotidiennes maintenant, et il suffit de se connecter à 10h. Et ben on prolongera, on va se connecter tous. On va regarder ça de très près. Merci. Dans quelques instants, on va retrouver Maître Michel Dayan, président de l'association LKW, avocat pour les femmes. Mais entre-temps, on va faire le point d'une opération qui était sur Sud Radio dans les vraies voix citoyennes il y a quelques semaines. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et il y a toujours de belles associations qui viennent dans cette émission. Et on en a reçu une il y a quelques semaines qui avance bien. Et d'ailleurs, c'est justement sur le cancer. Voilà, il y a Valérie Lasquier-Joigne qui est artiste, qu'on a reçue sur notre plateau il y a peu de temps et qui a fait une vente aux enchères aujourd'hui de ses œuvres au profit de la Ligue contre le cancer pour financer un séjour en voilier pour les 14-17 ans atteints d'un cancer. Donc ce qu'on aimerait savoir, bonsoir Valérie. Bonsoir. C'est alors cette vente aux enchères, ça a donné quoi? Est-ce que les enfants vont partir? Oui, ils partent et ça couvre totalement le séjour. Eh ben on applaudit très très fort parce que... On est heureux parce que ça vous tenait à cœur. Je suis ravie. Ouais, je suis vraiment ravie. Et je remercie encore Digar Auction, la commissaire priseur, et Hôtel et Préférences, voilà, nos partenaires, et la mairie de Paris de nous avoir prêté la salle des arcades. Et combien... C'est un événement magnifique et voilà. Est-ce que c'est trop indiscret de demander combien ça a rapporté? Donc il y a 14 toiles qui sont parties sur les 21 et on a eu plus de 10 000 euros. Le montant exact, on le saura que dans une semaine, mais en tout cas, c'est plus de 10 000. Ah bah bravo. Et le séjour était à 10 000, donc ça peut couvrir aussi éventuellement, je pense, une partie d'un deuxième séjour, du séjour enfant. Eh ben, génial. Magnifique. Merci Valérie. Et je rappelle que vous invitez tout le monde à venir visiter votre atelier parce que vous êtes une artiste ouverte et il suffit de vous contacter sur www.lask.fr sur le contact, et c'est avec joie que je fais découvrir mon atelier, mon univers et votre histoire. Ouais, voilà, et mon histoire. Et je serai bientôt au Paris Art Capital, au Grand Palais, en février. D'accord. Et au Centre culturel de Pékin fin mars. Eh ben écoutez, ça va aller. Bientôt en tout cas. Magnifique. Valérie, merci à vous et bon concert parce que ça continue. La Ligue contre le cancer fait un concert caritatif ce soir. Donc allez-y nombreux à la mairie de Paris toujours. Donc allez-y, allez acheter des places. Avec joie, merci. À bientôt merci Valérie. Au revoir. Les vraies voix Sud Radio. Chaque jour, des femmes subissent l'oppression, les sévices, l'emprise. Chaque jour, des coups sont donnés et des vies sont détruites. Et cette persistance de la violence faite aux femmes n'est pas une fatalité. Nous pouvons y mettre fin. Nous devons y mettre fin et nous allons le faire. Alors en général, juste après le président de la République, on fait appel à moi. Donc bonsoir maître Michel Dayan. Oui, pourquoi pas. Il me reste encore quelques années. Je vais essayer plus de 3/4 en tous les cas des violences sexuelles. Vous avez entendu, le président leur rappelle, mais tout le monde le dit. Hein, c'est un phénomène malheureusement très très fort encore. Sont classés sans suite. Et ça met tout le monde un petit peu. Ça énerve quand même vraiment parce que 80% des dossiers concernant les femmes atteintes donc pas atteintes mais victimes de violences n'auront pas jusqu'au procès. Hein, c'est ça qui se passe.
passe. Et surtout, les classements sans suite sont le lot quotidien, ça n'arrête plus. On essaie d'y remédier, mais je pense qu'il y a une sensibilisation, il y a une nouvelle expression à avoir sur ces questions. Il s'est passé beaucoup d'autres phénomènes. On va dire ces violences sont revenues beaucoup plus dans l'actualité. Maintenant, on en parle beaucoup plus souvent, mais il faut que ça aille au bout. Je suis, moi, le papa parmi mes enfants, 3 filles, et je sais ce que c'est, donc notamment des jeunes adultes. Donc, on aimerait bien que nous racontiez comment vous avez monté cette association Lawyers for Women, et que vous nous racontiez aussi quel est votre combat finalement, maître. Merci, bonsoir. Cette association, donc LFW, Lawyers for Women, est une association de juristes qui luttent contre les violences faites aux femmes, des avocats, mais pas que, des magistrats, des policiers, parce que la lutte contre les violences sexuelles Bien et sûr. Sexistes, c'est une chaîne. Et si un maillon de cette chaîne est défaillant, alors la chaîne s'écroule. En fait, il y a plus de possibilité d'aller au bout du sujet, au bout du traitement pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et donc, on a voulu, avec des avocats, des magistrats, des policiers, créer cette association que j'ai créée en 2019, que je préside. Et qui a une spécificité. Nous, on ne reçoit pas directement des femmes victimes de violences. On le fait dans nos cabinets quand on est avocat. Moi et les policiers dans les commissariats, je reçois régulièrement, hélas trop régulièrement, des femmes victimes de violences. Et je fais du droit de la famille. Il faut savoir qu'en France, la famille, c'est le lieu de la violence. Le foyer, c'est le lieu le plus dangereux de France. Mais donc, notre association, elle a pour but, elle a une pierre angulaire, c'est la loi. Et elle a pour but de faire connaître la loi. On parlait d'information tout à l'heure à propos de la reconstruction. La loi, on dit le nul n'est censé ignorer la loi, mais il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi, qui ne connaissent pas la loi, qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne savent pas ce que c'est que la violence. La violence, c'est pas seulement je te tape tous les jours bourré quand tu rentres avec mes poings. La violence, ça se passe dans des milieux très feutrés, très chics, et c'est parfois pousser quelqu'un, lui serrer les poignets, faire une clé de bras, jeter des objets. C'est de la violence. On disait femmes battues. Je me souviens de l'époque de ma mère, on dit femmes battues. Mais c'est un petit peu trompeur, ce nom de femmes battues. C'est femmes violentées. Et donc, l'idée de cette association, l'objet, et le but de cette association, c'est de faire connaître la loi, c'est de la promouvoir, c'est de faire en sorte qu'elle soit appliquée, parce que vous parliez des classements sans suite, parce qu'on a un arsenal juridique en France, il faut le savoir, qui est presque parfait. Franchement, on est super bons élèves sur le papier. Et donc, à chaque fois que c'est déficient, on refait une loi, on refait voter une loi. Il suffit juste d'appliquer la loi qui existe déjà. Comment expliquer cette inflation qu'il y a dans tous les domaines, cette inflation de lois, alors que dans les 3/4 des cas, on nous dit on a les lois, mais elles ne sont pas appliquées. Qui est-ce qui les applique pas? C'est les juges, c'est qui? C'est un débat beaucoup plus large. Je vais parler que de ce que je connais et que de l'objet de cette émission ce soir, des violences faites aux femmes. Alors d'abord, quand même, il me semble que ce qu'on écoutait du président de la République, ça doit être en 2017, sa première élection, lorsqu'il a déclaré grande cause nationale la lutte contre les violences faites aux femmes. Il faut quand même saluer le fait que depuis 2017, moi j'étais déjà avocate en 2017 et déjà spécialisée violence intrafamiliale, les choses ont quand même évolué dans le bon sens. Je pense que c'est important de le saluer. On parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Il y a quelques trains qui arrivent à l'heure et c'est peut-être mieux que si c'était pire, mais c'est mieux quand même. Et moi j'ai vu... Vraiment, on a libéré la parole, mais on libère aussi petit à petit l'écoute. Et j'ai vu l'accueil en commissariat changer. Justement, quand même. maître, on aura l'occasion, parce qu'il y a une deuxième partie tout à l'heure, pour développer un certain nombre de choses, et notamment vos propositions. Mais d'abord, que tout le monde comprenne bien, vous avez dit tout à l'heure, il faut pratiquement être vigilant dès le premier signal, dès le premier geste. Vous savez, c'est un peu aussi comme en matière de délinquance, il y avait la théorie du carreau cassé, il faut agir dès qu'il se passe quelque chose. Comment vous qualifiez, qu'est-ce que vous conseillez là-dessus? À partir de quand on doit agir? Alors c'est très difficile de conseiller parce qu'il y a un vrai sujet. D'abord, c'est très culpabilisant de dire aux femmes, et c'est d'ailleurs ce que disent beaucoup, ce que disaient de moins en moins beaucoup de magistrats ou de policiers ou de procureurs. Enfin, madame, ça fait 15 ans qu'il vous frappe, vous êtes restée à la première violence, vous n'êtes pas partie. Donc en fait, c'est pour mieux culpabiliser encore la femme d'avoir continué cette relation alors que les violences commençaient. Donc c'est difficile de dire il faut ou il faut pas. Ce qui est certain, c'est qu'il faut informer les femmes sur le fait que, en général, quand il y a une violence, la première, ça va pas s'arrêter là.
Ça va pas s'arrêter là, il y en a une deuxième, il y en a une troisième, il y en a une quatrième. Et la première violence, en effet, c'est pas forcément frapper, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, jeter des objets, être incapable de maîtriser. Alors, attention, conflit, c'est pas de la violence. Un couple, ça peut être évidemment parfois le lieu du conflit, de l'expression excessive d'amour ou de haine. C'est pas forcément de la violence. Attention, il faut toujours discerner. Mais quand il y a quelque chose, quand une femme a peur, quand elle sait que quand la clé va tourner dans la serrure et qu'elle se demande, elle et les enfants, dans quel état il va être quand il va rentrer. Quand elle a peur de dire qu'elle sort ce soir avec une amie, quand elle est enceinte, parce que ça arrive souvent, les premières violences arrivent souvent lors de la première grossesse, et qu'à ce moment-là, il y a tout d'un coup des insultes sur sa capacité ou pas à devenir mère, ou pas sur son corps, ce sont des drapeaux rouges, des red flags, comme disent les jeunes. C'est vraiment des choses sur lesquelles il faut s'interroger. Et l'entourage, parce que puis après on reste, parce que bon, il y a les phénomènes d'emprise, tout ça, on commence à connaître. Et puis il y a et puis c'est pas facile. Enfin, je veux dire, parfois on aime l'homme qui est violent avec nous. On peut l'aimer. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Et donc c'est l'entourage qui est important, très important. On va y revenir, donc c'était très important de nous décrire déjà ces violences. On se retrouve dans quelques instants après une page de pub avec Maître Michel Dayan, président de l'association L4W, Lawyers for Women, les avocats pour les femmes. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec bien évidemment Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et nos invités ce soir, on avait le docteur Isabelle Sarfati, mais maintenant c'est Maître Michel Dayan, présidente de l'association L4W, Lawyers for Women, les avocats pour les femmes qui luttent contre les violences faites aux femmes. Vous vouliez réagir, Aurélie Gros, Stéphane Pellet? Alors moi, je voulais dire aussi que Maître Michel Dayan, a écrit un livre, Nous nous sommes tant aimés. Vous pouvez le montrer. Les Français, le divorce, cœur brisé, loi réinventée, qui est très intéressant. Ça a été ma lecture de cette nuit et qui est un livre qui raconte un peu ce qui se passe dans les foyers français. Des fois, c'est drôle, d'ailleurs drôle. C'est jamais drôle, mais il peut avoir des petites subtilités, pas forcément que de la violence d'ailleurs, juste des divorces. Et c'est là où nos échanges, on peut se parler. Bah oui, des fois on peut se parler. Et tous les hommes ne sont pas violents, mais clair. Qui est très intéressant pour. Je pense que notre société se reflète aussi dans les familles et dans les divorces. Si je peux me permettre, mais vous pouvez en dire un mot. Oui, merci beaucoup. C'est un peu mon bébé, ce livre qui est édité par les éditions de l'Observatoire, qui est sorti le 15 mai. Je suis avocate depuis 30 ans, donc c'est vrai que quand on est avocate en divorce, on a une place pour voir l'évolution de la société française et de la famille française, et c'est ce que j'ai vu depuis 30 ans. Et donc je raconte dans ce livre comment, vu par les lunettes d'une avocate en divorce, en racontant des histoires qui conversent avec l'évolution de la loi, comment la loi a évolué, comment la famille française a évolué, et j'y consacre 2 chapitres. 2 chapitres aux violences, l'un qui s'appelle « Quand le foyer brûle », sur les violences intrafamiliales, les violences conjugales, et un autre qui est « MeToo et les séparations », parce qu'il y a un sujet qui fait partie des violences intrafamiliales et conjugales, et dont on ne parle pas encore assez, et qui est assez tabou, et là, sur les classements sans suite, sur les plaintes qui ne vont pas jusqu'au bout, c'est absolument phénoménal, c'est le viol conjugal. Ça, c'est un vrai sujet, et c'est l'angle mort de la politique de lutte contre les violences intrafamiliales aujourd'hui. C'est l'inceste d'un côté, évidemment, les violences faites aux enfants, c'est l'angle mort de la politique publique. Mais garçon ou fille, viol, garçon-fille, évidemment, et le viol conjugal, qui est une forme de violence. Et moi, je pose la question de façon systématique. Aujourd'hui, j'ai changé ma pratique professionnelle. Je demande s'il y a eu des violences, même quand on vient me voir pour autre chose. Je veux me divorcer, la garde des enfants, la prestation, la pension, le machin. Je demande de façon non discriminatoire et systématique, est-ce qu'il y a eu des violences physiques, économiques, psychologiques et sexuelles? Des rapports sexuels non consentis, c'est quoi un viol? Il y a des femmes qui ne savent pas que ne pas consentir, que quand on se marie, on ne consent pas une fois pour toute la durée du mariage. Et donc, il faut leur expliquer ce que c'est qu'un viol conjugal. Voilà, je pense que c'est important. Est-ce que devant les tribunaux, les viols conjugaux
sont sanctionnés aussi durement que les viols, vous me passez l'expression, tout court. Oui, ils sont sanctionnés. Le problème, c'est pas la sanction, c'est aller. Oui, ils sont sanctionnés tout aussi durement. Le problème, c'est qu'il faut arriver jusqu'à la cour d'assises. Si c'est un viol, il ne faut pas que ça soit requalifié. On ne va pas faire un cours de droit, mais si c'est requalifié, correctionnalisé, on n'est pas en cour d'assises. Et surtout, il faut déjà porter plainte. Il y a beaucoup de honte. Il y a eu beaucoup de honte sur les violences. Je veux dire, la honte, elle précède toujours le silence. Pourquoi il y a silence? C'est parce qu'il y a de la honte. Alors, comme la parole se libère et que l'écoute se libère aussi, il y a moins de honte sur les violences physiques, mais sur la violence sexuelle, le viol conjugal, ça touche à l'intimité. Et je repense au cancer du sein, à la reconstruction, ça touche à l'intimité de la femme. Et on parlait de la honte, je sais pas, hors antenne, tous ensemble, du cancer, qu'on a honte d'en parler, etc. On a honte de dire j'ai été violée, et j'ai été violée par mon mari. Alors donc ce sont des sujets, pour moi en tous les cas, qui peuvent amener très très loin dans les réflexions sur la société, la représentation. Depuis des millénaires encore, les relations hommes-femmes, à mon avis, c'est assez complexe. Peut-être avez-vous aussi des solutions concrètes à proposer sur lesquelles vous travaillez, parce que c'est important qu'on puisse trouver des moyens d'essayer d'améliorer en tous les cas la réponse, on va dire judiciaire, pour faire simple. Vous avez évoqué à plusieurs reprises l'Espagne comme un pays qui obtenait de meilleurs résultats. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on pourrait s'inspirer des expériences étrangères? Déjà, nommer les choses. On commence à le faire. Encore une fois, depuis 2018, le Grenelle sur les violences conjugales, on nomme les choses. À l'époque où l'Espagne faisait voter sa première loi cadre sur les violences machistes, 2004, nous, on parlait de crimes passionnels. Donc, on a quand même un décalage. Donc déjà, c'est nommer et conscientiser. Voir ce que l'on voit. C'est important de voir ce que l'on voit et de le nommer. Et puis ensuite, il y a la répression. L'Espagne est très forte en répression, très vite, dans une unité de presque de temps et de lieu entre la dénonciation des faits, la prise en charge de la victime, la répression, traduire devant un tribunal correctionnel. Donc évidemment, la sanction, c'est important. Prendre les plaintes, renvoyer devant un tribunal correctionnel, faire des contrôles judiciaires de façon systématique jusqu'au jugement pour que le présumé auteur n'approche pas la plaignante. Mais il y a surtout, parce que vous pouvez mettre un policier, un procureur, un magistrat derrière chaque famille ou chaque homme, ça ne résoudra pas le problème. C'est la prévention. Et la prévention, c'est quoi? C'est l'éducation. Il n'y a que l'éducation. Il n'y a que la prévention. Et c'est pas au lycée un pauvre module ou un intervenant avocat comme on le fait nous régulièrement avec notre association pour aller expliquer. C'est dès la primaire. Et c'est des programmes obligatoires. Et c'est pas juste une fois dans l'année. En primaire, on peut tout à fait adapter le contenu pédagogique à l'âge de chacun des élèves et leur expliquer c'est quoi une violence, c'est quoi le sexisme, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, c'est quoi le consentement. Et l'école, c'est quand même l'école de la République, donc on parle de citoyens, de citoyennes. L'école, elle est là pour former des citoyens et des citoyennes. Et je crois que la réponse, c'est évidemment l'éducation, la prévention et en parler à ses propres enfants dans les familles. Tout petit, alors on adapte évidemment, mais leur expliquer ce que c'est que la violence, ce que c'est que le consentement, que ce soit les filles, parce que on éduque mieux nos filles aujourd'hui, mais les garçons, non, pas tellement. On n'éduque pas bien les garçons et ils ont besoin d'être éduqués. Je veux dire, c'est aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire par on éduque moins bien les garçons? Eh ben, je crois qu'on est depuis ces dernières années, on a beaucoup insisté auprès des filles sur ce que c'était que les violences sexuelle et sexiste, ce que c'était que le consentement, que un non, ça voulait pas dire un oui, qu'il fallait faire attention, qu'il fallait exprimer son désir, etc. On a moins parlé de ça aux petits garçons ou aux adolescents. On leur a moins dit, parce que ça veut dire aussi tu es potentiellement violent. Et alors, maître, et ça c'est pas. Si on veut justement peut-être convaincre encore mieux les garçons, qu'est-ce qu'on fait aussi pour la petite partie qui procède plutôt de dénonciation calomnieuse, une petite partie qui permettrait peut-être aussi aux hommes et aux garçons d'être plus à l'aise s'ils savaient qu'ils n'auraient pas une toute petite chance aussi, à un moment ou à un autre, d'être victimes de ce forme de dénonciation-là que vous évoquez vous-même aussi. Vous me posez la question de comment on fait face au mensonge, en fait, d'une femme qui se dit agressée, ce qui arrive. Alors, je sais, c'est vous, le mensonge, il n'est pas genré. Je veux dire, non, les hommes, les femmes, tout le monde ment. Je veux dire, s'il y a des menteurs, il y a des menteurs, il y a des menteuses. Et moi, je suis avocate, donc je peux vous dire, je vois de tout dans mon cabinet, des femmes violentes aussi.
Non, mais la proportion, c'est vous qui l'avez donnée. Vous Après, dites 96% des... Et puis c'est pas systémique. 96% des femmes sont victimes. Donc là, en l'occurrence, la question est posée aux femmes, pas aux hommes. Alors, évidemment, s'il y a, et j'en ai vu dans mon cabinet, des dénonciations calomnieuses, il faut aller au bout de la procédure en dénonciation calomnieuse si on le souhaite. Il faut évidemment se défendre. Et puis, il faut aussi, et on en parlait hors antenne, je veux dire, c'est une conversation entre les sexes, en réalité, parce qu'on parlait des garçons qui osent plus, certains jeunes garçons n'osent plus draguer ou embrasser une fille, ou etc. Et certaines filles aussi peuvent se sentir agressées parce que un geste vont signifier dans leur imaginaire quelque chose. Et ça, c'est forcément, on est en train de tâtonner. MeToo, c'est 2017, ça a 7 ans. Donc c'est très récent à l'échelle de l'humanité et des millénaires. Je pense qu'il faut converser. Moi, je pense que une question de représentation au-delà de l'éducation. Moi, je pense qu'il faut une vraie conversation entre les sexes. C'est pour ça que je parlais de dialogue tout à l'heure. Juste, si des professionnels veulent vous rejoindre ou vous contacter pour échanger avec vous, il y a un site internet. Il y a un site internet et en effet, alors nous, c'est juristes, étudiants en droit, magistrats, policiers, bien sûr. avocats. Et c'est Lawyers for Women. For Women. Fort avec le chiffre 4. Ouais, absolument. Et pas FOR. La femme en général, c'est ça. Voilà. Les femmes. Absolument. Merci beaucoup, Maître Michel Dayan, président de l'association L4W ou L4 Lawyers for Women. Merci beaucoup, docteur Isabelle Sarfati de l'Institut Lucin. Merci Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On vous retrouve évidemment lundi prochain de 19 à 20. Bonsoir François Trio. Bonsoir Philippe, bonsoir. Et il y a eu un week-end de rugby particulièrement passionnant. Mais j'ai l'impression que je me répétais tous les lundis, mais tous les week-ends, il y a un super week-end. Donc voilà, donc il y a forcément un beau programme du lundi. Et quel est le programme des vraies voix du rugby? Du top 14, on a des invités, le président de Lyon, Yann Roubert, on a l'entraîneur de Brive, David Darry-Carrère, et on a Rabat Slimani. Ah oui, ancien pilier de l'équipe de France, bien sûr. Mais c'est expatrié en Irlande, donc il sera avec nous depuis Dublin, voilà, où il y a eu un match entre le Leinster et le Munster qui a accueilli 80 000 personnes. Donc on va en parler avec lui. Oui, puis les Irlandais, on les aime bien, on les bat souvent en finale de Coupe d'Europe ces derniers temps. Ouais, enfin... Ces derniers temps, oui. Toulouse, La Rochelle, Toulouse quand même. C'est vrai. Et ça fait pas de mal parce que plusieurs fois ils nous ont battus. J'ai quelques mauvais souvenirs du Stade Toulousain et de Biarritz. Allez, on vous retrouve tout de suite dans les vraies voix du rugby. Et tout de suite, Sud Radio à votre service. Et on se retrouve pour les vraies voix demain 17h avec notre formidable équipe.